Il existe un moment dans l'histoire où un homme regarde dans le miroir de la réalité et voit quelque chose qu'il ne devrait jamais voir. Quelque chose qui détruit tout ce que nous croyons sur nous-mêmes, sur notre origine, sur ce que nous sommes vraiment. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe. Il était un archéologue de la vérité, creusant dans les profondeurs de la pensée humaine jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose que les puissants de son époque, et peut-être encore aujourd'hui, auraient préféré voir rester enterré pour toujours. Au XVIIe siècle, alors que l'Europe brûlait dans les guerres de religion et que l'Inquisition persécutait toute pensée qui osait remettre en question la version officielle de la création, Spinoza développa une théorie qui non seulement défiait l'Église, elle défiait la base même de notre compréhension de l'humanité. Ce qu'il découvrit n'était pas écrit dans d'anciens parchemins ou des révélations divines. C'était gravé dans la structure même de la réalité, dans les modèles mathématiques qui gouvernent l'univers, dans la géométrie secrète de l'existence humaine. Et pour cette découverte, il paya le prix le plus élevé qu'un penseur puisse payer. Il fut excommunié, banni, effacé de l'histoire officielle. Ses livres furent brûlés, ses idées déclarées hérétiques, et pendant des siècles, ce qu'il découvrit vraiment sur notre origine fut soigneusement dissimulé. Mais la vérité a une qualité particulière. Elle ne peut pas être détruite, seulement cachée. Et aujourd'hui, près de 400 ans plus tard, nous sommes prêts à affronter ce que Spinoza vit quand il regarda au-delà du voile des croyances établies. Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur d'où nous venons, qui nous sommes, et pourquoi cette vérité fut considérée si dangereuse qu'elle devait être effacée de la conscience collective. La découverte de Spinoza sur la vraie origine de l'humanité n'est pas seulement de la philosophie, c'est une révolution silencieuse qui continue de résonner à travers les siècles, attendant le bon moment pour transformer notre compréhension de nous-mêmes. Amsterdam, octobre 1656. La pluie martelait contre les fenêtres de la chambre où Baruch Spinoza se penchait sur une lettre qu'il venait de recevoir. Ses mains tremblaient, non de froid, mais d'une excitation intellectuelle qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. La lettre venait d'un correspondant anonyme, quelqu'un qui signait seulement « L'observateur de la nature ». « Monsieur Spinoza », disait la lettre, « j'ai vu vos questionnements sur la nature de Dieu et de l'homme. Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'ai découvert en étudiant les modèles mathématiques de la création. L'origine de l'humanité n'est pas ce qu'on nous a enseigné. Il existe une vérité cachée dans les structures mêmes de la réalité, une vérité qui, si elle était révélée, changerait à jamais notre compréhension de qui nous sommes. » Spinoza lut et relut ces mots. À 24 ans, il était déjà connu dans la communauté juive d'Amsterdam comme un jeune homme brillant, mais dangereux. Ses questions sur la nature divine et l'interprétation littérale des Écritures avaient déjà causé de l'inquiétude parmi les rabbins, mais cette lettre suggérait quelque chose de bien plus radical. Le mystérieux correspondant avait joint une série de calculs mathématiques et de diagrammes géométriques. À première vue, il semblait incompréhensible, un mélange de philosophie naturelle, de mathématiques et de quelque chose que Spinoza ne pouvait pas complètement identifier. Mais il y avait un motif, une logique sous-jacente qui commençait à prendre sens alors qu'il étudiait plus profondément. Pendant 3 jours consécutifs, Spinoza ne sortit pas de sa chambre. Il oublia de manger, dormit à peine. Il était fasciné par ce qu'il voyait émerger des calculs, une théorie révolutionnaire sur l'origine de la conscience humaine qui ne dépendait pas d'une intervention divine directe, mais d'un processus naturel bien plus complexe et extraordinaire que n'importe quel récit religieux ne l'avait suggéré. La découverte centrale était troublante. L'humanité n'était pas née d'une création singulière et instantanée, comme le décrivait la Genèse. Au lieu de cela, la conscience humaine était le résultat d'un processus évolutionnaire de la substance même de l'univers, une substance que Spinoza commença à comprendre comme étant simultanément matérielle et mentale, physique et spirituelle, mais d'une manière qui transcendait les catégories traditionnelles. Le 4e jour, il prit une décision qui changerait sa vie à jamais. Il écrivit une réponse au correspondant anonyme, acceptant de le rencontrer personnellement. Le lieu de rendez-vous serait la bibliothèque de l'université de Leyde, dans une section rarement fréquentée, dédiée aux manuscrits anciens sur la philosophie naturelle. Quand il arriva au lieu désigné, Spinoza trouva un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, aux yeux pénétrants qui semblaient même voir à travers les apparences. L'homme ne s'identifia pas par son nom, dit seulement
Vous êtes venu. Cela signifie que vous êtes prêt à connaître la vérité sur notre origine. « Qui êtes-vous » demanda Spinoza. « Quelqu'un qui, comme vous, ne peut accepter des réponses simples à des questions complexes. Quelqu'un qui a découvert que la réalité est bien plus étrange et merveilleuse que n'importe quelle religion n'a osé l'imaginer. » La rencontre dura 7 heures. Pendant ce temps, l'homme mystérieux révéla à Spinoza une théorie qu'il avait développée au cours de décennies d'études. L'humanité n'était pas une création spéciale séparée de la nature, mais le résultat d'un processus par lequel la nature elle-même avait développé la capacité de se connaître elle-même. « Voyez, dit l'homme, pointant vers les diagrammes géométriques, la conscience humaine n'est pas quelque chose qui a été inséré dans la matière par une force externe. C'est la matière qui, suivant ses propres lois mathématiques, a développé une complexité suffisante pour devenir consciente d'elle-même. Nous ne sommes pas des observateurs externes de la nature, nous sommes la nature s'observant elle-même. » Cette révélation frappa Spinoza comme un éclair. Soudain, beaucoup des contradictions et problèmes qu'il avait identifiés dans les explications religieuses traditionnelles commencèrent à se résoudre. Si l'humanité était simplement la nature devenue consciente d'elle-même, alors il n'y avait pas besoin de postuler un créateur externe intervenant dans le monde naturel. Mais les implications allaient bien au-delà de la théologie. Si cette théorie était correcte, cela signifiait que chaque être humain était littéralement une expression de la substance fondamentale de l'univers, non pas une âme séparée emprisonnée dans un corps matériel, mais une configuration particulière de la réalité de base elle-même. « Comprenez-vous ce que cela signifie » demanda l'homme. « Cela signifie que quand vous pensez, l'univers pense à travers vous. Quand vous ressentez, le cosmos fait l'expérience à travers votre expérience. Vous n'êtes pas un observateur séparé de la réalité, vous êtes la réalité se connaissant elle-même. » Spinoza sentit quelque chose de fondamental se réorganiser dans son esprit. Ce n'était pas seulement une théorie philosophique abstraite, c'était une découverte sur la nature réelle de l'existence humaine, qui rendait obsolètes des milliers d'années de spéculations religieuses et philosophiques. Quand ils se séparèrent cette nuit-là, l'homme laissa Spinoza avec un dernier avertissement. Cette vérité est dangereuse. Elle menace le pouvoir de tous ceux qui basent leur autorité sur l'idée que les humains sont des êtres séparés et dépendants de forces externes. Si vous décidez de développer ces idées, vous serez persécuté. Mais si vous ne le faites pas, vous vivrez en sachant que vous avez connu la vérité et choisi le silence. Spinoza retourna à Amsterdam avec son esprit en révolution. Dans les mois qui suivirent, il commença à développer systématiquement les implications de la découverte, mais il réalisa bientôt que l'homme mystérieux avait dit la vérité sur les dangers. Ses premières tentatives de partager ses idées provoquèrent des réactions violentes dans la communauté religieuse. 3 mois après la rencontre qui changea sa vie, Spinoza se retrouva dans une position impossible. Les idées qu'il avait reçues du mystérieux correspondant ne quittaient pas son esprit. Elles se multipliaient, se développaient, créaient des connexions avec d'autres aspects de la philosophie et de la science naturelle qu'il étudiait. C'était comme si une graine intellectuelle avait été plantée dans son cerveau et croissait maintenant de manière incontrôlable. Mais la croissance de cet arbre de la connaissance créait des ombres dangereuses dans sa vie. À la synagogue, les regards des autres membres de la communauté juive avaient changé. Là où il voyait auparavant respect et curiosité intellectuelle, il percevait maintenant méfiance et peur. Ses questions pendant les études talmudiques étaient devenues plus directes, plus défiantes, et les réponses qu'il offrait aux questions théologiques traditionnelles sonnaient de plus en plus hérétiques aux oreilles orthodoxes. Le rabbin Saul Lévi Mortera, qui avait été son mentor, l'appela pour une conversation privée par un après-midi froid de janvier 1657. « Baruch, dit le rabbin, il y a des rumeurs inquiétantes sur tes convictions. On dit que tu remets en question la création divine de l'homme, que tu nies la providence spéciale de Dieu sur le peuple élu. Est-ce vrai ?» Spinoza resta silencieux pendant un long moment. Comment pourrait-il expliquer au rabbin qu'il avait découvert une vérité qui rendait obsolète toute la structure de croyance sur laquelle la communauté était basée? Comment pourrait-il dire que la découverte sur l'origine réelle de l'humanité ne remettait pas seulement en question le récit de la Genèse, mais révélait que toute l'idée d'un peuple élu était une illusion basée sur l'ignorance de notre vraie nature? « Rabbin, répondit-il finalement, je crois que Dieu et la nature sont la même chose. Et si c'est vrai, alors nous, les humains,
ne sommes pas des créations spéciales séparées de la nature, mais des expressions particulières d'elle. Notre conscience ne nous a pas été donnée de l'extérieur. Elle a émergé naturellement de la complexité croissante de la substance universelle elle-même. Le visage du rabbin Mortera pâlit. « Comprends-tu ce que tu dis? Tu nies que les humains aient une âme spéciale créée par Dieu? Tu réduis l'humanité au niveau des animaux? Non, rabbin. J'élève toute la nature au niveau de la divinité. » Cette réponse scella le destin de Spinoza dans la communauté. Mais il ne pouvait plus revenir en arrière. La vérité qu'il avait découverte était comme une lumière qui, une fois allumée, ne pouvait être éteinte. Et plus il y réfléchissait, plus il découvrait de ramifications extraordinaires. La découverte sur l'origine de l'humanité ne se limitait pas aux questions sur la création. Elle avait des implications révolutionnaires pour l'éthique, la politique, la psychologie, la possibilité même du bonheur humain. Si les humains étaient vraiment la nature devenue consciente d'elle-même, alors l'accomplissement humain ne consistait pas à transcender la nature, mais à comprendre parfaitement notre unité avec elle. Pendant les nuits d'insomnie qui suivirent la conversation avec le rabbin, Spinoza commença à écrire, pages et pages de réflexion sur ce que signifiait être humain dans un univers où la conscience était une propriété naturelle émergente, non un miracle surnaturel. Mais il y avait quelque chose de plus troublant. Il avait commencé à recevoir des lettres anonymes menaçantes. Quelqu'un savait qu'il développait des idées dangereuses et voulait l'effrayer pour qu'il s'arrête. Une lettre en particulier le marqua profondément. Il y a des vérités que les hommes ne sont pas prêts à connaître. Continue ce chemin, et tu découvriras pourquoi certaines idées doivent rester enterrées. On dit que certains mots, quand ils sont vraiment compris, ne peuvent être oubliés. Et vous êtes ici, marchant aux côtés de Spinoza en ce moment exact, face à une découverte qui n'aurait jamais dû être faite, ou du moins n'aurait jamais dû être révélée, si cette découverte sur notre vraie origine existe. Que pensez-vous qu'elle révèle vraiment? Quel type de vérité serait si dangereuse qu'elle menacerait les fondements même de la civilisation? Écrivez dans les commentaires maintenant. Que croyez-vous que Spinoza a découvert sur notre origine qui pourrait ébranler les fondements de toute religion organisée? Pendant que vous y réfléchissez, laissez-moi vous dire quelque chose. Peu ont le courage de suivre ce genre de découverte jusqu'au bout. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes un chercheur de vérité. Alors faites partie de ce cercle d'investigateurs philosophiques. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, et allons ensemble jusqu'où cette révélation nous mènera. Parce que ce qui vient ensuite pourrait complètement transformer notre compréhension de qui nous sommes vraiment. La pression sur Spinoza augmentait quotidiennement. Sa famille commença à le traiter froidement. Ses amis prirent leur distance, et il réalisa qu'il était constamment surveillé. Mais quelque chose en lui avait changé irréversiblement. La vérité sur l'origine de l'humanité n'était pas seulement une théorie intéressante, c'était une force transformatrice qui réorganisait complètement sa perception de la réalité. En mars 1657, il prit une décision radicale. Il écrivit une lettre au mystérieux correspondant qui avait initié tout ce voyage. « J'accepte les conséquences. La vérité sur notre origine doit être préservée et développée, peu importe le coût personnel. Mais j'ai besoin de votre aide pour comprendre complètement les implications de ce que nous avons découvert. » La réponse vint une semaine plus tard, avec un nouveau rendez-vous fixé. Cette fois, le lieu serait encore plus secret, une maison abandonnée dans la banlieue d'Amsterdam, où il pourrait parler sans craindre d'être entendu. Quand il arriva au lieu, Spinoza trouva non seulement l'homme mystérieux, mais aussi deux autres personnes, une femme d'apparence aristocratique et un jeune homme qui se présenta comme étudiant en médecine. Tous étaient arrivés indépendamment à la même découverte fondamentale sur la nature de la conscience humaine. « Bienvenue, dit l'homme original, à la première réunion de ceux qui connaissent la vérité sur ce que nous sommes vraiment. » La maison abandonnée sentait la moisissure et des décennies d'abandon. Mais pour Spinoza, en ce moment, c'était l'endroit le plus important du monde. Les 4 personnes réunies dans cette salle poussiéreuse partagèrent quelque chose qu'aucune autre personne en Europe ne possédait, la connaissance de la vraie origine de l'humanité. La femme aristocratique se présenta comme la comtesse Isabella van der Berg, veuve d'un marchand hollandais qui avait financé des expéditions scientifiques à travers le monde. Le jeune étudiant en médecine était Henrik Boerhaave, dont les études anatomiques l'avaient mené à des questions philosophiques profondes sur la nature de l'esprit.
L'homme mystérieux révéla finalement son identité. Dr Johannes van Helmont, fils du célèbre alchimiste et médecin Jan Baptist van Helmont, est lui-même un étudiant de la philosophie naturelle qui avait consacré 20 ans à enquêter sur la relation entre l'esprit et la matière. Chacun de nous, expliqua Van Helmont, est arrivé à cette découverte par un chemin différent. Isabella à travers ses études de différentes cultures et leur cosmogonie. Henrik à travers l'anatomie et la physiologie. Moi à travers la chimie et la philosophie naturelle. Et vous, Baruch, à travers la géométrie et la théologie. Mais nous sommes tous arrivés à la même conclusion impossible, ajouta la comtesse Isabella. La conscience humaine n'est pas un accident ou un miracle. C'est le résultat inévitable de l'organisation croissante de la matière suivant des lois mathématiques précises. Henrik, le jeune médecin, était visiblement agité. Quand j'ai disséqué mon premier cerveau humain, j'ai cherché le siège de l'âme. Je m'attendais à trouver quelque structure spéciale, quelque chose qui expliquerait notre nature unique. Mais ce que j'ai trouvé n'était que de la matière organisée de manière extraordinairement complexe. Et alors j'ai compris, il n'y a pas d'âme séparée habitant le cerveau. Le cerveau lui-même, dans sa complexité, est l'âme. Spinoza ressentit un frisson de reconnaissance. Cela confirme ce que j'ai déduit géométriquement. Si Dieu et la nature sont identiques, et si la conscience émerge naturellement de la complexité matérielle, alors chaque esprit humain est littéralement une pensée de Dieu. Non pas dans le sens que Dieu pense à nous, mais dans le sens que nous sommes la forme que la pensée divine assume quand la matière s'organise d'une certaine manière. Van Helmont sourit sombrement. Exactement. Et maintenant comprenez-vous pourquoi cette vérité est si dangereuse. Elle élimine le besoin d'intermédiaire entre l'humain et le divin. Nous n'avons pas besoin de prêtres, d'églises, d'autorités religieuses. Chaque personne est une expression directe de la réalité fondamentale. Mais il y a plus, dit Isabella retirant un manuscrit de son sac. Mes recherches sur différentes cultures ont révélé quelque chose de troublant. Cette vérité sur notre origine n'est pas entièrement nouvelle. D'autres civilisations l'ont découverte dans le passé, et elles ont été systématiquement détruites pour cela. Elle ouvrit le manuscrit, révélant des pages couvertes de symboles et de textes en diverses langues anciennes. J'ai trouvé des références à cette découverte dans des textes égyptiens, babyloniens, même dans quelques documents gnostiques chrétiens primitifs. Toujours la même idée centrale. L'humanité est la nature devenue consciente d'elle-même. Et qu'est-il arrivé à ces civilisations ? Demanda Spinoza, bien qu'il redoutât déjà la réponse. Elles ont été détruites ou absorbées par des cultures qui basèrent leur pouvoir sur l'idée de séparation entre l'humain et le divin. Les bibliothèques ont été brûlées, les sages ont été tués ou réduits au silence, les textes ont été perdus ou délibérément supprimés. Henrik était pâle. Vous dites qu'il y a eu une conspiration millénaire pour maintenir l'humanité ignorante de sa propre nature. Pas une conspiration, corrigea Van Helmont. Quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Un processus de sélection culturelle. Les sociétés qui basaient leur organisation sur la séparation entre l'humain et le divin réussissaient à exercer plus de contrôle sur leur population. Celles qui reconnaissaient l'unité fondamentale tendaient à développer des structures plus égalitaires, moins hiérarchiques, et étaient donc plus vulnérables à la conquête et à l'absorption. Spinoza comprit immédiatement la profondeur de l'implication. Donc notre découverte n'est pas seulement une vérité philosophique, c'est une force évolutionnaire qui, quand elle est comprise, tend à transformer toute l'organisation sociale. Précisément, dit Isabella. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Non pour former une nouvelle religion ou école philosophique, mais pour préserver cette vérité et trouver un moyen de la transmettre qui ne résulte pas en sa destruction immédiate. Pendant les 5 heures suivantes, les 4 discutèrent des implications pratiques de leur découverte. Si l'humanité était vraiment la nature consciente d'elle-même, alors l'éthique traditionnelle basée sur l'obéissance aux autorités externes devait être remplacée par une éthique basée sur la compréhension de notre unité fondamentale avec toute la réalité. La moralité ne peut pas être basée sur des commandements divins externes, argumenta Spinoza, parce qu'il n'y a rien d'externe à la nature divine. Au lieu de cela, elle doit être basée sur la compréhension que nuire aux autres. C'est littéralement se nuire à soi-même, puisque nous sommes tous des expressions de la même substance fondamentale. Van Helmont ajouta une dimension pratique. Et si c'est vrai, alors la souffrance humaine a une origine différente de ce que nous pensions. Nous ne souffrons pas parce que nous sommes des êtres déchus ou pécheurs,
mais parce que nous vivons dans l'ignorance de notre vraie nature. La souffrance est le résultat de l'illusion de séparation. La conversation fut interrompue par un bruit à l'extérieur. Tous se turent, entendant des pas autour de la maison. Van Helmont fit signe de rester silencieux et alla à la fenêtre pour regarder. « Soldats !» chuchota-t-il. « Quelqu'un nous a dénoncés. » Isabella réagit rapidement, divisant le manuscrit en 4 parties et en distribuant une à chaque membre du groupe. Mémorisez vos sections. Si nous sommes capturés, au moins la connaissance survivra dans nos esprits. Henrik était terrifié. Que faisons-nous? Spinoza, étonnamment, était calme. Nous acceptons les conséquences. La vérité ne peut pas être détruite par des soldats ou l'Inquisition. Si nous ne pouvons pas la préserver à travers des textes écrits, nous la préserverons à travers notre propre transformation. Chacun de nous qui comprend vraiment cette découverte devient un dépositaire vivant d'elle. Les pas s'approchèrent de la porte d'entrée. Van Helmont chuchota des instructions rapides. Sortez par la porte arrière, un à la fois, à intervalles de 5 minutes. Ne vous rencontrez pas avant au moins 6 mois. Et si l'un de nous est capturé, nous nions toute connaissance des autres, compléta Isabella. Quand Spinoza quitta la maison par l'obscurité de l'aube, il savait que sa vie avait changé pour toujours. Non seulement parce qu'il avait découvert une vérité révolutionnaire sur l'origine de l'humanité, mais parce qu'il faisait maintenant partie d'une résistance intellectuelle dont l'objectif était de préserver cette vérité contre toutes les forces qui tenteraient de la détruire. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs sur son hétérodoxie grandirent dans la communauté juive d'Amsterdam. Mais Spinoza n'était plus préoccupé seulement par sa propre situation. Il portait maintenant une responsabilité bien plus grande, s'assurer que la découverte sur notre vraie nature ne soit pas perdue comme cela était arrivé tant de fois au cours de l'histoire. 27 juillet 1656. Le jour que Spinoza savait qui arriverait inévitablement était finalement arrivé. La synagogue portugaise d'Amsterdam était pleine pour la cérémonie d'excommunication la plus sévère jamais prononcée par la communauté séfarade en Hollande. Mais cette fois, Spinoza n'était pas présent pour entendre sa propre condamnation. Il avait reçu l'avertissement la nuit précédente à travers une note discrète laissée sous sa porte. « Demain, ils prononceront le hérem contre vous. Si vous êtes présent, vous serez physiquement attaqué. Restez en sécurité. La vérité que nous préservons est plus importante que votre fierté personnelle. » Un ami. De sa fenêtre, Spinoza pouvait entendre la voix du rabbin Saul Levi Mortera résonner à travers les rues du quartier juif. Par décret des anges et jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il en se couchant et maudit soit-il en se levant. Maudit soit-il en sortant et maudit soit-il en entrant. Les mots continuèrent, mais Spinoza n'écoutait plus. Au lieu de cela, il réfléchissait sur comment il était arrivé à ce moment. Dans les 6 mois depuis la rencontre dans la maison abandonnée, il avait essayé de vivre une double vie, se conformant extérieurement aux attentes de la communauté, développant intérieurement les implications de la découverte sur la vraie origine de l'humanité. Mais la vérité a une qualité corrosive. Elle dissout les mensonges convenables, rend impossible de prétendre croire en ce que nous savons être faux. Graduellement, Spinoza était devenu incapable de participer aux prières communautaires avec sincérité, incapable d'accepter des interprétations littérales des Écritures, incapable de rester silencieux quand il voyait la perpétuation d'illusions qui maintenaient les gens ignorants de leur vraie nature. Le moment décisif était venu 3 semaines plus tôt, pendant une discussion sur l'immortalité de l'âme. Le rabbin avait affirmé que l'âme humaine était une substance séparée et immortelle, créée directement par Dieu et temporairement emprisonnée dans le corps matériel. Spinoza n'avait plus pu se contenir. « Rabbin, avait-il dit, et si l'âme n'était pas une substance séparée? Et si elle était simplement l'organisation complexe du corps lui-même? Et si l'immortalité ne consistait pas en la survie d'une âme individuelle, mais en la participation éternelle à la substance infinie de la nature? » Le silence qui suivit fut mortel. Tous dans la salle comprirent que Spinoza avait franchi une ligne d'où il n'y avait pas de retour. Il avait publiquement nié un des piliers fondamentaux de la foi juive, et par extension de toute religion organisée. Maintenant, entendant les échos de sa propre malédiction, Spinoza ressentait un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour la communauté qu'il perdait, pour les relations qui étaient coupées, pour la vie familiale qui était détruite, mais aussi
soulagement de ne plus avoir à prétendre, de pouvoir enfin vivre selon la vérité qu'il avait découverte. Un coup doux à la porte interrompit ses réflexions. Quand il ouvrit, il trouva Henrik, le jeune étudiant en médecine qui faisait partie du cercle secret. « J'ai entendu parler de l'excommunication », dit Henrik, entrant rapidement. « Je suis venu vérifier si vous allez bien. »« Je vais bien », répondit Spinoza avec sincérité. « En fait, je me sens plus libre que jamais. Je n'ai plus besoin de porter le poids de l'hypocrisie. » Henrik semblait inquiet. « Mais comprenez-vous ce que cela signifie? Vous êtes officiellement banni non seulement de la communauté juive, mais effectivement de toute société respectable d'Amsterdam. Aucun chrétien ne voudra s'associer avec un juif excommunié, et évidemment aucun juif ne peut plus vous parler. Alors je devrais créer une nouvelle forme de société, dit Spinoza calmement, une basée sur l'affinité intellectuelle au lieu de la conformité religieuse. Henrik rit nerveusement. Vous parlez comme si c'était simple. Peut-être est-ce plus simple que nous le pensons. Rappelez-vous ce que nous avons découvert. La conscience humaine et la nature se connaissant elles-mêmes. Cela signifie que la vraie communauté n'est pas basée sur des croyances partagées, mais sur une compréhension partagée. Et la compréhension, contrairement à la croyance, peut être démontrée et vérifiée. Dans les semaines qui suivirent l'excommunication, Spinoza découvrit qu'Henrik avait correctement prédit les conséquences sociales de sa situation. Sa famille coupa les relations avec lui, d'anciens amis traversèrent la rue pour l'éviter, et même les marchands commencèrent à refuser son argent. Mais quelque chose d'inattendu se produisit aussi. Des gens qu'il n'avait jamais rencontrés commencèrent à le chercher. Intellectuels, artistes, philosophes naturels, tous attirés par la réputation de quelqu'un qui avait été considéré trop dangereux pour l'orthodoxie religieuse. Graduellement, un nouveau cercle se forma autour de Spinoza. Non pas un cercle secret comme le précédent, mais une communauté ouverte d'investigateurs indépendants. Ce fut à travers cette nouvelle communauté que Spinoza reçut une lettre qui changerait le cours de sa vie encore une fois. La lettre venait de Leyde et était signée par un professeur de mathématiques nommé Franz van Schooten. « Monsieur Spinoza, disait la lettre, j'ai entendu parler de vos idées sur la relation entre l'esprit et la nature. En tant que mathématicien, je suis particulièrement intéressé par votre affirmation que la réalité peut être comprise géométriquement. J'aimerais vous inviter à venir à Leyde pour discuter de la possibilité d'exprimer vos découvertes sous forme de démonstrations mathématiques rigoureuses. » Cette lettre offrait à Spinoza quelque chose qu'il n'avait pas imaginé possible. L'opportunité de développer ses idées sur l'origine de l'humanité en utilisant les méthodes précises de la géométrie. S'il pouvait exprimer ses découvertes dans le langage des mathématiques, elles deviendraient irréfutables, ou du moins impossibles à ignorer. Mais accepter l'invitation signifiait quitter Amsterdam définitivement. Cela signifiait abandonner tout espoir de réconciliation avec sa communauté originale et embrasser complètement une vie dédiée à l'investigation philosophique indépendante. La nuit avant de partir pour Leyde, Spinoza reçut une dernière visite inattendue. C'était le docteur Van Helmont, qui avait réussi à l'atteindre à travers un réseau de contacts secrets. « Je suis venu faire mes adieux, dit Van Helmont, et pour vous donner ceci. » Il tendit à Spinoza un petit manuscrit soigneusement relié. « Ce sont mes notes complètes sur la découverte que nous partageons. Vous êtes le seul parmi nous avec le talent mathématique nécessaire pour transformer ces intuitions en un système philosophique rigoureux. Et les autres, Isabella et Henrik? Isabella est retournée dans ses propriétés du Sud. Elle utilise son influence aristocratique pour protéger d'autres investigateurs indépendants. Henrik continue ses études médicales, mais incorpore secrètement nos découvertes dans sa compréhension de la physiologie humaine. Van Helmont resta silencieux un moment, puis ajouta « La vérité sur notre origine est maintenant entre vos mains, Baruch. Vous avez l'opportunité de la préserver d'une manière qu'aucune inquisition ne pourra détruire, exprimée dans le langage universel des mathématiques. » Quand Van Helmont partit, Spinoza fut seul avec le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. Il n'était plus seulement un jeune homme questionnant les traditions de sa communauté. Il était le gardien d'une découverte qui pourrait transformer la compréhension humaine de sa propre nature. Le matin suivant, il prit la route pour Leyde, ne portant que quelques vêtements, ses livres de géométrie et le manuscrit qui contenait le secret de la vraie origine de l'humanité. Leyde, septembre 1656. L'université était à son apogée intellectuel quand Spinoza arriva, portant avec lui non seulement ses possessions matérielles,
mais le poids d'une découverte qui promettait une révolution dans la compréhension de la nature humaine. Le professeur Franz van Schooten le reçut dans sa résidence adjacente à la bibliothèque mathématique, un environnement où chaque mur était couvert de diagrammes géométriques et d'équations qui semblaient cartographier les secrets de l'univers. « Monsieur Spinoza, dit van Schooten après les politesses initiales, j'avoue que j'ai été intrigué par les rumeurs sur vos idées. Un ami à Amsterdam m'a dit que vous prétendez pouvoir démontrer la nature de Dieu à travers la géométrie. Est-ce possible ?» Spinoza ouvrit le manuscrit que Van Helmont lui avait donné et étala quelques diagrammes sur la table. « Professeur, et si je vous disais qu'il existe une démonstration mathématique que la conscience humaine émerge nécessairement de la complexité matérielle, suivant des lois aussi précises que les théorèmes d'Euclide ?» Van Schooten examina les diagrammes avec une fascination croissante. Ce qu'il voyait n'était pas de simples spéculations philosophiques, mais une tentative véritable d'appliquer la rigueur géométrique aux questions sur la nature de l'esprit et de la réalité. « Ces calculs, murmura Van Schooten, suggèrent que vous traitez l'existence elle-même comme une substance qui peut être analysée mathématiquement, comme si l'être avait des propriétés quantifiables. »« Exactement, répondit Spinoza. Si Dieu et la nature sont identiques, et si la nature opère selon des lois mathématiques, alors les propriétés divines doivent aussi être exprimables géométriquement. Et si nous pouvons faire cela, nous pouvons démontrer avec une certitude absolue quelle est la vraie origine et nature de l'humanité. Pendant les semaines suivantes, Spinoza travailla fébrilement pour transformer les intuitions du cercle secret en démonstrations rigoureuses. Le défi était immense. Comment exprimer en langage géométrique l'idée que la conscience était un attribut naturel de la réalité, non un miracle surnaturel? La solution vint à travers une analogie mathématique révolutionnaire. Tout comme un cercle n'est pas quelque chose d'ajouté à l'espace, mais une forme particulière que l'espace lui-même assume, la conscience humaine n'était pas quelque chose d'ajouté à la matière, mais une forme particulière que la substance universelle elle-même assumait quand organisée d'une certaine manière. Van Schooten fut impressionné par l'élégance de l'approche. Vous traitez l'esprit humain comme s'il était un théorème géométrique, quelque chose qui suit nécessairement de prémices plus basiques sur la nature de la réalité. Précisément. Et si c'est correct, alors nous pouvons prouver que l'origine de l'humanité n'était pas un acte arbitraire de création, mais le résultat inévitable des lois mêmes qui gouvernent l'univers. Mais l'application de la géométrie aux questions philosophiques apporta une découverte inattendue et troublante. Si l'esprit humain était vraiment une manifestation géométrique de la substance universelle, alors ces opérations devaient aussi suivre des lois mathématiques précises. Cela signifiait que le libre arbitre, tel que traditionnellement conçu, était une illusion. Les choix humains n'étaient pas libres dans le sens d'être arbitraires ou indéterminés, mais suivaient les mêmes lois nécessaires qui gouvernaient tous les autres phénomènes naturels. « Professeur, dit Spinoza une nuit pendant qu'il travaillait tard, nous sommes arrivés à une conclusion qui peut être encore plus dangereuse que notre découverte originale sur l'origine de la conscience. Que voulez-vous dire? Si les pensées et actions humaines suivent des lois géométriques nécessaires, alors la responsabilité morale traditionnelle doit être complètement reconsidérée. Les gens ne sont pas coupables de leurs crimes dans un sens absolu, ni ne méritent crédit pour leurs vertus dans le sens traditionnel. Ils sont simplement des expressions particulières des lois universelles. » Van Schooten resta silencieux pendant un long moment. En tant que mathématicien, il appréciait la beauté logique de la conclusion. En tant que citoyen, il comprenait ses implications sociales explosives. « Baruch, dit-il finalement, vous réalisez que cela détruit les fondements de tous les systèmes légaux et moraux existants? Si les gens ne sont pas vraiment responsables de leurs actions, alors la justice ne peut pas être basée sur la punition rétributive, mais sur la compréhension des causes naturelles du comportement humain, compléta Spinoza. Au lieu de punir le crime, nous devrions étudier et modifier les conditions qui le produisent. Cette découverte mena Spinoza à développer une nouvelle éthique basée sur la compréhension au lieu de la condamnation. Si le comportement humain suivait des lois naturelles, alors la moralité ne consistait pas à obéir à des commandements externes, mais à comprendre ces lois et vivre en harmonie avec elles. Mais plus il développait ces idées, plus Spinoza réalisait pourquoi elles étaient considérées si dangereuses. Elles ne défiaient pas seulement la religion organisée, mais menaçaient toute la structure d'autorité sociale basée sur l'idée que certaines personnes avaient le droit de juger et punir d'autres. En décembre 1656,
Van Schooten reçut une visite officielle du recteur de l'université. La conversation fut courte et directe. Il était arrivé à la connaissance des autorités qu'un hérétique juif excommunié développait des théories dangereuses sous les auspices de l'université. Cela devait cesser. « Je regrette, Baruch, dit Van Schooten cette nuit-là. Ils ne peuvent pas officiellement vous interdire d'utiliser la bibliothèque, mais ils ont fait clairement comprendre que ma position sera en danger si nous continuons à travailler ensemble publiquement. » Spinoza ne fut pas surpris. La vérité sur notre origine et notre nature a toujours été dangereuse pour ceux dont le pouvoir dépend de l'ignorance humaine sur ces questions. Que ferez-vous maintenant? Je continuerai le travail seul, et je trouverai un moyen de préserver ces découvertes qu'aucune autorité ne pourra détruire. Dans les semaines suivantes, Spinoza commença à travailler en secret sur une œuvre qui organiserait toutes ces découvertes en un système philosophique complet et rigoureusement démontré. Il l'appela « éthique », mais c'était en réalité bien plus que cela. C'était une carte mathématique de la réalité qui révélait la vraie place de l'humanité dans l'univers. Chaque proposition serait démontrée géométriquement, chaque conclusion dérivait logiquement d'axiomes de base sur la nature de l'existence. S'il pouvait compléter cette œuvre, aucune autorité religieuse ou politique ne pourrait la réfuter sans réfuter les mathématiques elles-mêmes. Mais Spinoza savait que ce serait une tâche de décennies, et pendant qu'il travaillait, d'autres découvertes continuaient d'émerger. La plus surprenante de toutes fut la perception que le bonheur humain, la possibilité même d'une vie pleine, dépendait directement de la compréhension de notre vraie nature. Les gens souffraient non parce qu'ils étaient pécheurs ou imparfaits, mais parce qu'ils vivaient dans l'ignorance de leur unité fondamentale avec toute la réalité. La souffrance était littéralement le résultat de l'illusion de séparation. Cette découverte offrait quelque chose qu'aucune religion n'avait réussi, une explication rationnelle à la fois de la souffrance et de sa guérison, et elle suggérait que la vraie religion, si ce mot avait encore un sens, consistait simplement en la compréhension scientifique de notre propre nature. Rijnsburg, 1661. 5 ans s'étaient écoulés depuis que Spinoza avait quitté Amsterdam comme un jeune homme excommunié. Maintenant, à 29 ans, il s'était établi dans le petit village rural de Rijnsburg, où il vivait une vie simple comme polisseur de lentilles le jour et philosophe révolutionnaire la nuit. Le choix de profession n'était pas accidentel. Polir des lentilles l'obligeait à comprendre les lois de l'optique, de la physique, de la géométrie appliquée. Chaque lentille parfaite était une démonstration des mêmes lois mathématiques qu'il croyait gouverner l'esprit humain. Et le revenu modeste mais stable lui donnait l'indépendance nécessaire pour continuer son travail philosophique sans dépendre du mécénat d'autorité qui pourrait censurer ses idées. Pendant ces 5 ans, il avait maintenu une correspondance secrète avec un réseau d'intellectuels à travers l'Europe. Philosophes, mathématiciens, scientifiques naturels, tous intéressés par les découvertes que Spinoza développait sur la vraie nature de l'humanité. Mais il y avait quelque chose qu'aucun de ses correspondants ne savait. Spinoza était presque en train de compléter une œuvre qui non seulement présentait ses découvertes, mais les démontrait mathématiquement de manière si rigoureuse qu'il serait impossible de les réfuter sans rejeter la logique elle-même. Le manuscrit avait grandi pour plus de 400 pages de démonstrations géométriques denses, chacune construisant sur la précédente, créant un édifice intellectuel qui culminait dans la preuve que la conscience humaine était une expression nécessaire de la substance infinie de l'univers. Mais il y avait un problème. Le manuscrit était trop dangereux pour être publié. Spinoza avait appris, à travers son réseau de correspondants, le sort d'autres penseurs, qui avaient osé questionner publiquement les fondements de la religion organisée. Giordano Bruno avait été brûlé sur le bûcher. Galilée avait été forcé de renier ses découvertes. Plus récemment, le philosophe français Lucilio Vanini avait été exécuté pour blasphème. Tous avaient commis la même erreur. Ils avaient publiquement affirmé des vérités que les autorités considéraient inacceptables. Spinoza n'avait pas l'intention de répéter cette erreur. Sa stratégie serait différente. Par une nuit froide de mars 1661, Spinoza reçut une visite inattendue. C'était Lodwig Mayer, un médecin et philosophe d'Amsterdam qui était devenu un de ses correspondants les plus proches. « Baruch, dit Mayer dès qu'il entra dans la petite maison, il y a des rumeurs inquiétantes à Amsterdam. On dit que vous écrivez un livre qui prouve que Dieu n'existe pas. » Spinoza rit. « Au contraire, Lodewijk, j'écris un livre qui prouve que rien d'autre n'existe que Dieu. Le problème est que ma démonstration révèle que Dieu n'est pas ce que les gens pensent qu'il est.
Meyer examina quelques pages du manuscrit que Spinoza avait laissé sur la table. Ces démonstrations sont-elles vraiment irréfutables? Je le crois. Si quelqu'un accepte les principes de base de la géométrie et de la logique, il ne peut rejeter mes conclusions sans contradiction. Et vos conclusions sont? Spinoza respira profondément. Qu'il existe seulement une substance dans l'univers, que cette substance est simultanément matérielle et mentale, que tout ce qui existe, y compris les êtres humains, sont des modifications de cette substance unique, et que donc la conscience humaine est littéralement la forme que l'esprit divin assume quand organisé d'une certaine manière. Meyer resta silencieux pendant un long moment. En tant que médecin, il avait étudié assez d'anatomie pour comprendre les implications. En tant que philosophe, il pouvait percevoir la révolution conceptuelle que Spinoza avait accomplie. Cela signifie, dit-il finalement, que chaque personne est littéralement une partie de Dieu. Pas une partie, une expression complète vue d'une perspective particulière, tout comme chaque point dans un cercle exprime complètement la nature circulaire, bien que d'une position spécifique. Et cela explique notre origine en tant qu'espèce? Cela explique tout. Pourquoi nous sommes conscients? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous pouvons trouver le bonheur? Pourquoi la moralité est possible? Pourquoi la science fonctionne? Tout devient compréhensible quand nous réalisons que nous sommes la réalité elle-même, se connaissant elle-même. Meyer comprit immédiatement pourquoi le manuscrit était si dangereux. Il ne défiait pas seulement des doctrines religieuses spécifiques, il rendait obsolète toute l'idée de religion telle que traditionnellement conçue. Baruch, vous ne pouvez pas publier cela. Au moins pas maintenant, pas sous cette forme. Ce serait un suicide intellectuel. Je sais, c'est pourquoi je développe une stratégie différente. Spinoza expliqua son plan. Au lieu de publier l'œuvre complète, il commencerait par faire circuler des versions résumées parmi des cercles intellectuels sélectionnés. Graduellement, les idées se répandraient à travers un réseau informel de personnes capables de comprendre leurs implications. Simultanément, il publierait des œuvres qui prépareraient le terrain, des livres sur des thèmes connexes, qui habitueraient les gens à penser de manière qui rendrait ces découvertes principales plus acceptables dans le futur. C'est une stratégie à long terme, expliqua Spinoza. Cela peut prendre des décennies ou même des siècles pour que l'humanité soit prête à accepter complètement la vérité sur sa propre origine et nature. Mais au moins, la vérité sera préservée. Meyer fut impressionné par la sophistication du plan. Vous pensez comme un général intellectuel, planifiant une campagne de siècles. La vérité mérite une stratégie soigneuse. Spécialement une vérité qui a le pouvoir de transformer toute la civilisation. Dans les semaines suivantes, Meyer aida Spinoza à implémenter sa stratégie. Ils créèrent un réseau de copistes de confiance qui produiraient des versions manuscrites de l'œuvre pour circulation privée. Ils développèrent des codes et signaux qui permettraient d'identifier des personnes capables de comprendre les idées sans être scandalisées. Mais la partie la plus audacieuse du plan était la décision de Spinoza de vivre ses découvertes publiquement, même s'il ne pouvait pas les publier explicitement. Il deviendrait un exemple vivant de ce que signifiait comprendre la vraie origine et nature de l'humanité. Cela signifiait vivre sans peur de la mort, puisqu'il comprenait que la mort n'était qu'une transformation de la substance éternelle, sans haine pour les ennemis, puisqu'il comprenait que tous étaient des expressions de la même réalité fondamentale, sans ambition pour la richesse ou le statut, puisqu'il comprenait que le vrai bonheur venait de la compréhension, non de la possession. Quand Meyer partit de Ravensburg, il portait avec lui la première copie complète du manuscrit de Spinoza. Sa mission était de trouver d'autres personnes capables de préserver et transmettre ses découvertes. Mais avant de partir, il posa une question qui troubla Spinoza. « Baruch, et si vous avez tort? Et si ces découvertes, si logiquement cohérentes qu'elles soient, ne sont que d'élégantes illusions ?» Spinoza considéra la question sérieusement. « Lodewijk, je vis selon ces découvertes depuis 5 ans. Elles m'ont apporté une paix et une clarté que je n'ai jamais expérimentées quand je croyais aux explications traditionnelles. Si ce sont des illusions, ce sont des illusions qui produisent de meilleurs résultats que les vérités conventionnelles. Et cela suffit? Pour moi, oui. Mais pour l'humanité, seul le temps dira. Si mes découvertes sur notre origine sont vraies, elles se répandront naturellement parce qu'elles correspondent à la réalité. Si elles sont fausses, elles disparaîtront parce qu'elles ne pourront résister au test de l'expérience. Seul à nouveau dans sa petite maison, Spinoza reprit son travail quotidien de polissage de lentilles et ses études nocturnes. Mais maintenant, il y avait une différence. Il savait qu'il avait planté des graines qui pourraient, éventuellement,
transformer la compréhension humaine de sa propre nature. Le manuscrit interdit commençait son voyage à travers l'histoire. La Haye, 1670. 9 ans s'étaient écoulés depuis que Spinoza avait achevé son manuscrit révolutionnaire sur la vraie origine de l'humanité. Pendant ce temps, un réseau extraordinaire s'était développé silencieusement à travers l'Europe, une conspiration intellectuelle dédiée à la préservation et à la dissémination graduelle des découvertes qui pourraient transformer la civilisation. Spinoza avait déménagé à La Haye, où il vivait une vie encore plus discrète qu'à Rijnsburg. Officiellement, il n'était qu'un polisseur de lentilles respecté qui recevait occasionnellement des visiteurs intéressés par les questions d'optique. En réalité, sa maison était devenue le centre nerveux d'une révolution philosophique clandestine. Le réseau avait grandi bien au-delà de ce qu'il avait imaginé possible. À travers Lodewijk Mayer, les idées avaient atteint des médecins à Amsterdam qui commençaient à comprendre le corps humain de manière totalement nouvelle. À travers des correspondants français, elles avaient influencé des mathématiciens à Paris qui développaient de nouvelles formes de calculer les processus naturels. Mais le développement le plus surprenant s'était produit en Angleterre, où un jeune physicien nommé Isaac Newton avait commencé à développer une mécanique mathématique de l'univers qui semblait confirmer, d'une perspective différente, beaucoup des découvertes de Spinoza sur la nature mathématique de la réalité. Par un après-midi d'octobre, Spinoza reçut une lettre qui le laissa profondément troublé. Elle venait de Gottfried Leibniz, un brillant mathématicien allemand qui avait demandé permission de visiter la Haye et discuter de questions philosophiques. « Cher monsieur Spinoza, disait la lettre, j'ai secrètement étudié quelques fragments de vos démonstrations géométriques sur la nature de la substance. Je crois avoir développé des découvertes complémentaires sur la nature de l'esprit que j'aimerais partager. Mais il y a quelque chose d'urgent que je dois discuter personnellement, quelque chose sur les dangers que notre réseau peut être en train d'affronter. » La lettre était datée de Mayence, mais il y avait une note additionnelle. Je partirai immédiatement après avoir envoyé cette lettre. Si vous acceptez de me recevoir, laissez une chandelle allumée à la fenêtre orientée au nord entre 9 et 10 heures du soir pendant les 5 prochains jours. Spinoza était intrigué et inquiet. Leibniz était connu pour ses connexions avec diverses cours européennes. Que voudrait un mathématicien politiquement connecté avec un philosophe hérétique, vivant en exil auto-imposé? 3 jours plus tard, quand il alluma la chandelle à la fenêtre comme signal d'acceptation, Spinoza ne s'attendait pas à ce que la visite de Leibniz changerait complètement sa compréhension des défis qu'ils affrontaient. Leibniz arriva la nuit suivante, voyageant incognito et clairement nerveux. C'était un jeune homme, seulement 24 ans, mais avec une intensité intellectuelle que Spinoza reconnut immédiatement. « Monsieur Spinoza, dit Leibniz dès qu'ils s'assirent dans le petit bureau d'études, j'ai des nouvelles inquiétantes. Il y a des preuves que notre réseau est en train d'être enquêté par l'Inquisition. » Spinoza sentit un froid dans la colonne vertébrale. Quel type de preuves? Interception de correspondance, enquête sur des personnes que nous savons être en train d'étudier vos idées, interrogatoire de copistes dans diverses villes. Quelqu'un avec des ressources considérables est en train de cartographier systématiquement notre réseau. Comment avez-vous appris cela? Leibniz hésita. J'ai des connexions dans diverses cours. Je ne peux révéler de détails, mais je peux dire que le danger est réel et immédiat. Pendant les heures suivantes, Leibniz révéla des informations qui changèrent complètement la perspective de Spinoza sur leur situation. Le réseau qu'ils avaient créé pour préserver et disséminer ces découvertes sur l'origine de l'humanité avait grandi bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé et avait attiré l'attention de forces beaucoup plus puissantes qu'ils ne l'avaient espéré. Mais il y a quelque chose de plus, dit Leibniz. Quelque chose qui peut être encore plus significatif que les menaces immédiates. Il retira de son sac un manuscrit soigneusement enveloppé. Pendant mes études de vos démonstrations, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Vos idées sur la nature de la conscience humaine peuvent être étendues pour expliquer non seulement notre origine en tant qu'espèce, mais le processus même par lequel l'univers développe une complexité croissante. Spinoza examina le manuscrit de Leibniz avec une fascination croissante. Ce qu'il voyait était une extension mathématique de ses propres découvertes qui suggérait quelque chose d'encore plus révolutionnaire. L'univers entier évoluait vers des états d'organisation et de conscience de plus en plus complexes. Vous suggérez, dit Spinoza lentement, que l'origine de l'humanité n'était pas un événement unique, mais partie d'un processus cosmique continu? Exactement. Et si c'est vrai,
alors notre espèce peut ne pas être le point final de l'évolution de la conscience dans l'univers. Il peut y avoir des formes d'organisation et de connaissances encore plus avancées qui émergeront dans le futur. Cette découverte avait des implications extraordinaires. Si Leibniz était correct, alors la vérité sur l'origine de l'humanité que Spinoza avait découverte n'était que le premier chapitre d'une histoire beaucoup plus grande sur le développement de la conscience cosmique. Mais cela rendait aussi leur découverte encore plus dangereuse. Si l'humanité actuelle n'était qu'un stade dans le développement de la conscience universelle, cela impliquait que les formes actuelles d'organisation sociale et religieuse étaient temporaires et destinées à être dépassées par des formes plus avancées. Comprenez-vous pourquoi c'est si menaçant pour les autorités existantes ? Demanda Leibniz. Ce n'est pas seulement que vos découvertes défient des doctrines religieuses spécifiques. Elles suggèrent que tout l'ordre social actuel est une phase primitive destinée à être transcendée. Spinoza comprit immédiatement. C'est pourquoi l'enquête systématique de notre réseau. Il ne s'agit pas seulement de supprimer des hérésies individuelles, mais d'empêcher une transformation civilisationnelle. Précisément. Et cela signifie que notre stratégie de dissémination graduelle peut ne pas être suffisante. Peut-être avons-nous besoin de méthodes plus sophistiquées pour préserver ces découvertes. Pendant les 3 jours suivants, Spinoza et Leibniz développèrent un nouveau plan. Au lieu de dépendre seulement de réseaux de correspondance qui pouvaient être interceptés, ils commenceraient à encoder leurs découvertes dans des œuvres apparemment sur d'autres sujets. Leibniz s'offrit d'incorporer des éléments des découvertes de Spinoza dans ses travaux mathématiques, présentés comme des développements purement techniques. Spinoza, à son tour, commencerait à travailler sur des œuvres sur la politique et la théologie qui introduiraient ces idées de manière plus acceptable au public général. Mais la partie la plus audacieuse du nouveau plan était la décision de créer ce qu'ils appelèrent des graines dormantes, des idées qui seraient plantées dans diverses disciplines et qui ne révéleraient leur connexion avec les découvertes principales que quand l'humanité serait prête à les comprendre. « Nous jouons un jeu de siècle », dit Leibniz la nuit avant de partir, plantant des idées qui fleuriront quand les conditions historiques seront appropriées. « Et si elles ne fleurissent jamais ?» demanda Spinoza. « Alors au moins nous aurons essayé, mais je crois qu'elles fleuriront. La vérité sur notre origine et notre nature a une force propre. Une fois qu'elle existe, elle cherche des moyens de se manifester. » Quand Leibniz partit, Spinoza fut seul pour traiter tout ce qu'il avait appris. Sa découverte sur la vraie origine de l'humanité était devenue partie de quelque chose de beaucoup plus grand, une compréhension émergente de l'univers comme un système en évolution continue vers des formes plus avancées de conscience et d'organisation. Mais il devint aussi clair que les forces qui s'opposaient à cette compréhension étaient de plus puissantes et organisées qu'il ne l'avait imaginé. La bataille pour la vérité sur notre nature ne serait pas gagnée en une génération, mais serait livrée à travers des siècles de développement intellectuel et social. Cette nuit-là, Spinoza commença à travailler sur une nouvelle œuvre qui présenterait ses découvertes de manière politique plutôt que purement philosophique. Si le réseau secret était menacé, il trouverait des moyens publics de préserver au moins les éléments essentiels de la vérité. La Haye, février 1677. Spinoza savait qu'il était en train de mourir. La tuberculose qui avait commencé comme une toux occasionnelle 2 ans auparavant dominait maintenant ses poumons, lui volant le souffle et l'énergie qu'il avait dédiés pendant des décennies à la découverte de la vérité sur l'origine de l'humanité. Mais son esprit restait cristallin. Pendant les derniers mois, tandis que son corps dépérissait, il avait travaillé fébrilement pour compléter ce qu'il savait être son œuvre finale. Une synthèse complète de toutes les découvertes qu'il avait faites sur la nature réelle de l'existence humaine. Le manuscrit sur la table devant lui contenait plus que de la philosophie. C'était une carte détaillée de la réalité qui révélait exactement d'où l'humanité était venue, comment la conscience avait émergé de la substance universelle et quel était le destin ultime de notre espèce dans le développement cosmique de l'intelligence. Pendant les 45 ans de sa vie, Spinoza avait maintenu ses découvertes les plus révolutionnaires secrètes, les partageant seulement avec le réseau clandestin de penseurs qui comprenèrent leur importance. Mais maintenant, faisant face à la mort imminente, il avait pris une décision qui changerait tout. Ses découvertes complètes seraient publiées posthumement, indépendamment des conséquences. Un coup doux à la porte interrompit ses pensées. C'était son médecin, Georg Hermann Schuler, qui était aussi un des membres les plus dédiés du réseau secret qui préservait et développait les idées de Spinoza. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Benedictus »
demanda Schuller, utilisant le nom latin que Spinoza avait adopté après son excommunication. Physiquement pire chaque jour, mais intellectuellement, je n'ai jamais été plus clair sur ce qui doit être fait. Schuller examina le manuscrit sur la table. Avez-vous vraiment l'intention de publier l'éthique complète après votre mort? Pas seulement l'éthique. Toutes les découvertes sur notre origine que nous avons gardées secrètes pendant des décennies. Le temps est venu pour l'humanité de connaître la vérité sur sa propre nature. Mais les dangers? Schuller. Pendant 20 ans, nous avons préservé ces découvertes en attendant que le monde soit prêt pour elles. Mais j'ai réalisé quelque chose. Le monde ne sera jamais prêt jusqu'à ce qu'il soit forcé de confronter la vérité. Et notre réseau a grandi assez pour garantir que les idées survivent à toute tentative de suppression. Schuller comprit que Spinoza avait pris une décision irrévocable. Que voulez-vous que je fasse? Coordonner la publication immédiate après ma mort. Mais plus important, assurez-vous que des copies soient distribuées simultanément dans toutes les principales villes européennes. Je veux qu'il soit impossible de supprimer complètement. Pendant les semaines suivantes, tandis que sa condition physique se détériorait, Spinoza continua à travailler sur ce qu'il savait être son testament intellectuel final. Mais ce n'était pas seulement un résumé de ses découvertes précédentes. C'était une révélation complète des implications les plus profondes de tout ce qu'il avait appris sur l'origine et le destin de l'humanité. La découverte centrale restait la même. La conscience humaine était la forme que la substance même de l'univers assumait quand organisée avec une complexité suffisante. Mais maintenant Spinoza avait développé cette intuition en un système complet qui expliquait non seulement notre origine, mais notre potentiel futur. Si l'humanité était littéralement l'univers se connaissant lui-même, alors le développement de la science, de la philosophie, de l'art, tout le progrès intellectuel humain, était en fait le processus par lequel la réalité développait une autocompréhension de plus en plus profonde. Mais il y avait plus. Spinoza avait réalisé que ce processus ne s'arrêtait pas avec l'humanité actuelle. Tout comme la conscience avait émergé de la matière organisée, des formes encore plus avancées de connaissance et d'organisation émergeraient de l'humanité organisée. L'espèce humaine, écrivit-il dans ses notes finales, n'est pas un point final mais une transition. Nous sommes le pont entre la nature inconsciente et des formes de conscience que nous ne pouvons pas encore imaginer complètement. Cette révélation finale était la plus troublante de toutes. Elle suggérait que la forme actuelle de l'humanité elle-même était temporaire, destinée à être transcendée par quelque chose de plus grand, tout comme l'humanité avait transcendé d'autres formes de vie animale. En mars 1677, Spinoza reçut une dernière visite qui l'émut profondément. Lodewijk Mayer, maintenant un homme de 50 ans, avait voyagé d'Amsterdam pour faire ses adieux à l'ami qui avait changé sa compréhension de la réalité. « Benedictus, dit Mayer, je veux que vous sachiez que vos découvertes sur notre origine ont changé non seulement ma pensée, mais mon expérience d'être vivant. Vivre en sachant que je suis une expression de la substance éternelle m'a donné une paix que je n'avais jamais imaginée possible. Et c'est cette expérience, répondit Spinoza d'une voix faible, qui prouve que nos découvertes sont vraies. Elles ne sont pas seulement des théories élégantes, elles sont des révélations qui transforment la qualité de l'existence humaine. Mais êtes-vous certain que le monde est prêt pour la vérité complète? Spinoza sourit. Lodewijk, pendant des décennies, nous avons demandé si le monde était prêt. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts à faire confiance à la capacité humaine de traiter avec la vérité? Je crois que oui. Dans la nuit du 20 février 1677, seul dans sa maison excepté la présence de son propriétaire et sa femme, Spinoza passa ses dernières heures à organiser les manuscrits qui contiendraient ses découvertes finales sur l'origine de l'humanité. Dans ses annotations dernières, il écrivit « J'ai dédié ma vie à comprendre d'où nous venons et où nous allons. J'ai découvert que nous venons de la substance même de l'univers et allons vers une forme d'existence qui transcendra tout ce que nous considérons actuellement humain. Cette vérité est le plus grand don que je puisse laisser à mon espèce. » Quand il mourut le matin suivant, Spinoza laissa derrière lui plus qu'une philosophie. Il laissa une carte complète du voyage de la conscience à travers le cosmos, un voyage qui avait commencé avec l'émergence de la vie, continué avec le développement de l'humanité et s'étendait vers des formes d'organisation et de connaissance que nous commencions seulement à entrevoir. En 6 mois, ces œuvres complètes étaient publiées simultanément à Amsterdam, Londres, Paris
et plusieurs autres villes. Le réseau secret qui avait préservé ces découvertes pendant des décennies les libéra finalement au monde. La réaction fut explosive. Ces œuvres furent immédiatement bannies par l'Église catholique, condamnées par pratiquement toutes les dénominations protestantes et dénoncées par les autorités juives. Mais il était trop tard pour contenir ces idées. La vérité sur la vraie origine de l'humanité, que nous étions la nature divine elle-même, se connaissant à travers notre conscience, avait finalement été révélée. Et comme Spinoza l'avait prédit, une fois libérée, cette vérité commença à travailler dans l'esprit humain comme une force transformatrice qu'aucune autorité ne pouvait contrôler complètement. Le secret qui avait été caché pendant des siècles était finalement libre de commencer son œuvre de transformation de la conscience humaine. Amsterdam, décembre 1677. 10 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Spinoza, et les ondes de choc de ces révélations finales se répandaient à travers l'Europe comme un incendie intellectuel impossible à contenir. Lodewijk Mayer, maintenant le gardien officiel de l'héritage spinoziste, observait de la fenêtre de sa maison les piles de livres being brûlés sur la place principale par les officiels de l'Église. Mais Mayer souriait. Pour chaque livre qu'il brûlait publiquement, 10 copies circulaient secrètement. Le réseau que Spinoza avait construit pendant 2 décennies s'était préparé exactement pour ce moment. Ces découvertes sur la vraie origine de l'humanité se répandaient plus rapidement qu'aucune autorité ne pouvait les supprimer. La réaction des institutions religieuses avait été rapide et brutale. Le pape Innocent XI avait émis une bulle papale condamnant les blasphèmes sataniques de l'hérétique Spinoza qui nie la nature spéciale de l'âme humaine et réduisent l'homme au niveau des animaux. Les rabbins d'Amsterdam avaient renouvelé et intensifié l'excommunication posthume. Les autorités protestantes de Hollande avaient officiellement interdit la circulation de toute œuvre spinoziste. Mais il y avait quelque chose qu'aucune de ces autorités n'avait anticipé. La vérité sur notre origine était intellectuellement irrésistible pour toute personne disposée à suivre le raisonnement logique jusqu'à ses conclusions naturelles. Un jeune philosophe allemand nommé Christian Thomasius avait écrit dans une lettre privée à Mayer « J'ai lu l'éthique de Spinoza 3 fois, en essayant de trouver des erreurs dans ses démonstrations. Je n'ai pas pu. Si ces prémices sont correctes, et je ne vois pas comment elles peuvent être fausses, alors ces conclusions sur la nature de l'humanité suivent avec nécessité mathématiques. » Des cas similaires étaient rapportés à travers l'Europe. Mathématiciens, médecins, philosophes naturels, tous ceux qui possédaient une formation suffisante pour comprendre la rigueur des démonstrations de Spinoza se trouvaient incapables de réfuter ces découvertes sur notre origine divine. Mais l'influence la plus surprenante se produisait dans des endroits complètement inattendus. En Angleterre, Isaac Newton avait commencé à incorporer des éléments de la philosophie naturelle spinoziste dans ses investigations des lois physiques universelles. En France, des mathématiciens développaient des calculs qui semblaient confirmer la vision de Spinoza sur la continuité entre esprit et matière. En janvier 1678, Mayer reçut une lettre qui le laissa profondément troublé. Elle venait de Rome et était signée par quelqu'un qui s'identifiait seulement comme un cardinal inquiet. « Monsieur Mayer, disait la lettre, en tant que responsable de la préservation des œuvres de Spinoza, vous devez savoir que son influence se répand bien au-delà de ce que nous avions imaginé possible. Il y a des rapports que ces idées influencent même quelques membres du clergé, qui les avaient initialement condamnés. La découverte que la conscience humaine émerge naturellement de la substance divine crée une crise de foi à des niveaux que nous préférons ne pas rendre publics. » La lettre continuait avec une proposition surprenante. Y aurait-il possibilité d'une rencontre secrète pour discuter d'une interprétation des idées de Spinoza qui pourrait être réconciliée avec la doctrine chrétienne? Nous croyons qu'il peut exister un moyen de préserver la substance de ces découvertes sur notre origine sans détruire complètement la structure de la religion organisée. Mayer fut choqué. L'Église catholique, après avoir condamné publiquement Spinoza comme l'hérétique le plus dangereux du siècle, était secrètement intéressée à trouver des moyens d'absorber ces découvertes. Après avoir consulté d'autres membres du réseau spinoziste, Mayer décida d'accepter la rencontre. Elle se tiendrait dans une villa privée dans les environs de Genève, territoire neutre où des représentants de différentes traditions religieuses pourraient se rencontrer sans créer de scandale politique. La rencontre, tenue en mars 1678,
fut un des événements les plus extraordinaires dans l'histoire de la pensée religieuse européenne. Était présent non seulement le mystérieux cardinal, qui se révéla être Giovanni Battista de Lucca, un des théologiens les plus influents du Vatican, mais aussi un rabbin de Prague, un pasteur luthérien de Wittenberg et un philosophe calviniste de Genève. « Messieurs, dit le cardinal de Lucca ouvrant la discussion, nous faisons face à une situation sans précédent. Les découvertes de Spinoza sur l'origine de la conscience humaine sont logiquement irréfutables, mais apparemment incompatibles avec nos traditions religieuses. La question est, pouvons-nous trouver une synthèse qui préserve à la fois la vérité et la foi? Le rabbin de Prague, Abraham ben Jacob, répondit d'abord, « Dans la tradition kabbalistique, nous avons toujours compris qu'il existe une unité fondamentale entre le divin et l'humain. Peut-être Spinoza a-t-il simplement démontré mathématiquement ce que nos mystiques ont intuité pendant des siècles. Le pasteur luthérien Johannes Spener était plus hésitant. Mais si Spinoza est correct sur la nature de l'âme humaine, qu'arrive-t-il à la doctrine du salut? Si nous sommes littéralement des expressions de la substance divine, le concept de péché originel perd tout sens. Ce fut le philosophe calviniste Pierre Bayle qui offrit la perspective la plus pénétrante. Peut-être le problème n'est-il pas que Spinoza a détruit la religion, mais qu'il a révélé ce que la religion aurait dû être depuis le début. Si la vraie nature humaine est d'être une expression de la divinité, alors la religion devrait enseigner aux gens à réaliser cette nature, non à la nier. Meyer, représentant la position spinoziste, fut direct. Spinoza n'a jamais nié la divinité. Il l'a redéfinie. Au lieu d'un Dieu séparé du monde, il a découvert un Dieu qui est le monde même se connaissant à travers la conscience humaine. Ce n'est pas de l'athéisme, c'est le théisme le plus radical possible. Pendant 3 jours, le groupe travailla pour développer ce qu'ils appelèrent l'interprétation de Genève, un moyen de comprendre les découvertes de Spinoza qui pourraient, éventuellement, être réconciliées avec des traditions religieuses réformées. La conclusion centrale fut révolutionnaire. Si Spinoza était correct sur notre origine comme expression de la substance divine, alors le but de la religion n'était pas de sauver les gens de leur nature humaine, mais de les aider à réaliser pleinement cette nature divine. Cela impliquait une transformation radicale de la pratique religieuse. Au lieu d'emphasiser le péché et le besoin de rédemption externe, les religions devraient emphasiser le développement des capacités humaines, de connaissance, d'amour et de créativité, les capacités mêmes à travers lesquelles la divinité s'exprime dans le monde. Quand la rencontre se termina, tous les participants comprirent qu'ils avaient été témoins du début d'une transformation religieuse qui prendrait des siècles à se compléter. Les découvertes de Spinoza sur notre origine ne détruiraient pas la religion, mais la transformeraient en quelque chose de complètement nouveau. Mais ils comprirent aussi que cette transformation ne serait pas pacifique. Les structures religieuses existantes, basées sur l'autorité et l'idée de séparation entre humain et divin, résisteraient violemment à tout changement qui menacerait leur pouvoir. De retour à Amsterdam, Meyer commença à travailler sur la tâche la plus délicate de sa vie, trouver des moyens de disséminer l'interprétation de Genève sans provoquer une réaction qui détruirait à la fois le réseau spinoziste et les réformateurs religieux qui essayaient de travailler dans leur propre tradition. La vérité sur notre origine divine commençait à travailler comme un levain dans la conscience européenne, transformant lentement la compréhension humaine de sa propre nature. Mais le processus serait long, difficile et fréquemment dangereux. La révolution que Spinoza avait initiée avec ses découvertes sur la vraie origine de l'humanité ne faisait que commencer. Paris, 1685. 8 ans après la mort de Spinoza, ses découvertes sur la vraie origine de l'humanité s'étaient infiltrées dans les salons intellectuels de France, d'une manière que ni ses disciples ni ses ennemis n'avaient prévue. Ce qui avait commencé comme une philosophie hérétique s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux, une force subversive qui questionnait les fondements mêmes de l'ordre social européen. Pierre Bayle, le philosophe calviniste qui avait participé à la rencontre secrète à Genève, vivait maintenant à Rotterdam, après avoir fui la persécution religieuse en France. Sa maison était devenue un centre informel de dissémination des idées spinozistes, déguisées sous la forme de critiques apparemment orthodoxes de la superstition et du fanatisme religieux. Par une nuit froide de décembre, Bayle reçut une visite qui changerait complètement sa compréhension de la portée de l'influence spinoziste. C'était le marquis de Condorcet,
un jeune mathématicien français qui avait réussi à voyager secrètement jusqu'à Rotterdam en apportant des nouvelles troublantes de Paris. « Monsieur Bayle, dit Condorcet dès qu'ils s'assirent devant la cheminée, je dois rapporter des développements à Paris que vous trouverez à la fois fascinants et alarmants. Les découvertes de Spinoza sur notre nature divine se répandent au plus haut niveau de la société française. Comment cela ? Il y a un cercle secret à la cour de Versailles, nobles, ministres, même quelques membres du clergé, qui étudient privément la philosophie spinoziste. Ils ont compris que si Spinoza était correct sur l'origine de la conscience humaine, alors toute la structure de légitimité politique basée sur le droit divin des rois doit être repensée. Bayle fut étonné. « Vous dites que la noblesse française utilise Spinoza pour questionner la monarchie elle-même » Exactement. Si tous les humains sont également des expressions de la substance divine, comme Spinoza l'a démontré, alors il ne peut y avoir de hiérarchie naturelle entre gouvernants et gouvernés. L'autorité politique doit être basée sur le consentement rationnel, non sur la sanction divine traditionnelle. Cette révélation était plus explosive que Bayle ne l'avait imaginé possible. Les découvertes de Spinoza sur notre origine ne transformaient pas seulement la religion et la philosophie. Elles fournissaient une base théorique pour questionner tout l'ordre politique existant. Condorcet continua. Mais il y a plus. Le cercle parisien a développé ce qu'ils appellent l'application pratique de la philosophie spinoziste. Si nous sommes littéralement la nature divine, se connaissant elle-même, alors le développement de la science, de l'éducation, des arts, tout le progrès humain, est en fait le processus par lequel Dieu se développe dans le monde. Et les implications politiques de cela ? Révolutionnaires. Cela signifie que le gouvernement existe pour faciliter ce développement divin de l'humanité, non pour le contrôler. La suppression de la connaissance, de la créativité, de la liberté humaine n'est pas seulement politiquement fausse, c'est littéralement un blasphème contre la nature divine. Pendant les semaines suivantes, Bayle et Condorcet travaillèrent pour comprendre complètement les ramifications politiques des découvertes spinozistes. Ce qui émergea fut une vision de société complètement nouvelle, basée sur la reconnaissance que chaque personne était une expression unique et précieuse de la réalité divine. Cette vision impliquait non seulement la démocratie politique, mais quelque chose de beaucoup plus radical. Une société organisée pour maximiser le développement des capacités humaines de connaissance, créativité et amour, les capacités mêmes à travers lesquelles la divinité s'exprime dans le monde. En février 1686, ils reçurent une lettre codée de Londres qui révéla des développements encore plus surprenants. John Locke, le philosophe anglais, avait secrètement développé une théorie politique basée sur des principes spinozistes, bien qu'il ne les citât jamais explicitement. Locke a compris, écrivait le correspondant londonien, que si la conscience humaine est une propriété naturelle émergente, comme Spinoza l'a démontré, alors les droits naturels ne sont pas des concessions arbitraires d'un créateur, mais des propriétés inhérentes à la structure même de la réalité. Cette connexion entre Spinoza et Locke créa la possibilité d'une philosophie politique simultanément radicale et respectable, une qui pourrait questionner fondamentalement l'autorité traditionnelle, sans être immédiatement rejetée comme hérétique. Mais cela apporta aussi de nouveaux dangers. En mars 1686, Bayle reçut une lettre anonyme menaçante. « Nous savons que vous utilisez les blasphèmes de Spinoza pour subvertir l'ordre chrétien de l'Europe. Cette conspiration sera exposée et détruite. » La lettre était accompagnée de preuves que leurs activités étaient surveillées systématiquement. Quelqu'un avait infiltré leur réseau de correspondance et cartographiait toutes les connexions entre les disséminateurs des idées spinozistes. Condorcet, qui était retourné clandestinement à Paris, confirma les soupçons à travers une lettre codée. L'enquête est réelle et extensive. Il y a des preuves de coordination entre les autorités religieuses et politiques de plusieurs pays. Ils ont compris que les découvertes de Spinoza représentent une menace existentielle pour tout le système de pouvoir, basé sur l'ignorance humaine de notre vraie nature. La réponse du réseau spinoziste fut sophistiquée. Au lieu d'essayer de cacher leurs activités, ils commencèrent à disséminer les idées de manière encore plus subtile et large. Si les autorités essayaient de supprimer une conspiration spinoziste spécifique, ils rendirent les idées si répandues qu'il serait impossible d'identifier des conspirateurs spécifiques. Bayle développa ce qu'il appela la stratégie du virus intellectuel. Au lieu de promouvoir ouvertement la philosophie spinoziste, il commença à publier des critiques apparemment orthodoxes
de diverses superstitions qui, quand lues attentivement, menaient les lecteurs aux mêmes conclusions que Spinoza avait démontrées sur notre nature divine. Simultanément, d'autres membres du réseau commencèrent à incorporer des éléments spinozistes dans des travaux sur les mathématiques, la médecine, l'histoire naturelle, des domaines où les idées pouvaient être présentées comme des développements purement techniques. La stratégie fonctionna mieux qu'il ne l'avait espéré. En 1687, Condorcet rapporta que les idées spinozistes se répandaient parmi la classe éduquée européenne plus rapidement que jamais, mais d'une manière si diffuse qu'il était impossible pour les autorités d'identifier et supprimer des sources spécifiques. Le remarquable, écrivit Condorcet, est que beaucoup de personnes arrivent indépendamment aux mêmes conclusions que Spinoza a démontrées sur notre origine divine. C'est comme si la vérité sur notre nature avait une force propre, se manifestant spontanément dans tout esprit, disposé à suivre la raison jusqu'à ses conclusions logiques. Cette observation mena Bayle à une perception profonde sur la nature de la révolution intellectuelle qu'ils étaient en train de témoigner. Les découvertes de Spinoza sur l'origine de l'humanité n'étaient pas simplement des théories qui devaient être diffusées. Elles étaient des révélations sur la structure de la réalité qui émergeraient naturellement dans toute société suffisamment développée scientifiquement. Peut-être, écrivit Bayle dans ses notes privées, ne disséminons-nous pas tant les idées de Spinoza que nous facilitons l'éveil naturel de l'humanité à sa propre nature divine. Si Spinoza était correct, cet éveil est inévitable. C'est le processus par lequel la réalité développe l'autoconscience complète. Cette perception transforma la compréhension du réseau sur sa propre mission. Il n'était plus gardien de vérités secrètes, mais sage-femme d'un processus naturel de développement de la conscience humaine. La conspiration des Illuminés était devenue quelque chose de plus grand, un mouvement pour faciliter la reconnaissance universelle de la vérité que Spinoza avait découverte sur notre origine réelle, comme expression de la divinité elle-même. Londres, 1704. 27 ans s'étaient écoulés depuis que Spinoza avait révélé au monde la vérité sur la vraie origine de l'humanité, et quelque chose d'extraordinaire se passait dans la conscience européenne. Isaac Newton, maintenant président de la Royal Society, marchait dans les couloirs de l'institution scientifique la plus prestigieuse d'Angleterre, portant avec lui un secret que peu de personnes au monde connaissaient. Ces lois universelles de la physique avaient été profondément influencées par les découvertes spinozistes sur la nature mathématique de la réalité. Mais Newton n'était pas seul. Une génération entière de penseurs avait grandi en absorbant, consciemment ou inconsciemment, les implications des révélations de Spinoza. L'idée que la conscience humaine était une expression naturelle de la substance divine s'était infiltrée si profondément dans la culture intellectuelle que beaucoup ne réalisaient même pas qu'ils pensaient de manière fondamentalement spinoziste. Cet après-midi-là, Newton reçut dans son bureau une visite qui confirmerait ses soupçons sur la portée de la transformation qui se produisait. C'était David Hume, un jeune philosophe écossais de seulement 24 ans, qui avait voyagé spécialement d'Édimbourg pour discuter de ce qu'il appelait des questions fondamentales sur la nature de la connaissance humaine. « Sir Isaac, dit Hume après les politesses initiales, j'ai développé des enquêtes sur comment l'esprit humain fonctionne vraiment. Et je suis arrivé à des conclusions que je crois compatibles avec vos découvertes sur les lois naturelles, bien qu'appliquées au domaine mental. » Newton, qui avait appris à être prudent sur les discussions philosophiques en public, demanda diplomatiquement « Quel type de conclusion ? Que les processus mentaux humains suivent des lois naturelles aussi régulières que celles qui gouvernent le mouvement planétaire. Que ce que nous appelons âme ou esprit n'est pas une substance séparée, mais simplement le motif d'opération qui émerge de processus naturels complexes. » Newton ressentit un frisson de reconnaissance. Sans jamais mentionner le nom de Spinoza, Hume était arrivé indépendamment aux mêmes conclusions sur la nature de la conscience humaine. « Et comment êtes-vous arrivé à ces conclusions ?» demanda Newton. « À travers l'observation empirique pure. J'ai analysé soigneusement comment nous pensons, sentons et percevons vraiment. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas de preuve d'une âme séparée contrôlant ces processus. Il n'y a que les processus eux-mêmes, opérant selon des lois naturelles. » Cette conversation confirma quelque chose que Newton soupçonnait depuis des années. Les découvertes de Spinoza sur notre origine ne se répandaient pas seulement à travers la dissémination de ses textes, mais émergeaient indépendamment dans toute investigation suffisamment rigoureuse de la nature humaine.
Pendant les semaines suivantes, Newton et Hume développèrent une amitié intellectuelle basée sur la reconnaissance mutuelle qu'ils étaient en train de témoigner d'une transformation fondamentale dans la compréhension humaine de sa propre nature. Bien qu'ils ne discutassent jamais Spinoza explicitement, tous deux comprenaient qu'ils élaboraient différents aspects de la même révolution conceptuelle. Mais l'influence la plus surprenante se produisait en France, où un mouvement intellectuel connu sous le nom de Lumière avait commencé à appliquer systématiquement les principes spinozistes à la réforme de toute la société. En mai 1704, Newton reçut une lettre de Voltaire, le jeune écrivain français qui devenait célèbre pour ses critiques satiriques des superstitions religieuses et politiques. « Mon cher Newton », écrivait Voltaire, « vos lois de mécanique céleste ont inspiré une question que je considère fondamentale. Si l'univers physique opère selon des lois naturelles rationnelles, pourquoi la société humaine ne devrait-elle pas faire de même? Pourquoi acceptons-nous en politique et en religion l'arbitraire et l'irrationnel que nous rejetterions immédiatement en philosophie naturelle? Cette question capturait parfaitement l'esprit de l'époque. Une génération de penseurs appliquait à la société humaine les mêmes principes d'investigation rationnelle qui avaient révolutionné la compréhension de la nature physique. Et derrière cette application était, implicite mais puissante, la découverte spinoziste que les êtres humains étaient des expressions naturelles de la réalité divine, non des créatures déchues nécessitant des autorités surnaturelles pour les guider. En décembre 1704, Newton reçut une visite qui révéla la vraie portée de la révolution silencieuse qui se produisait. C'était le baron de Montesquieu, un noble français qui développait une nouvelle science de la politique basée sur l'observation empirique de différentes formes de gouvernement. « Sir Isaac, dit Montesquieu, j'essaie de faire pour la politique ce que vous avez fait pour la physique, découvrir les lois naturelles qui gouvernent le comportement humain en société. Et qu'avez-vous découvert? Qu'il n'existe pas de forme naturelle de gouvernement dans le sens traditionnel. Différentes formes d'organisation politique sont appropriées pour différentes circonstances, mais toutes doivent respecter ce qui semble être des propriétés fondamentales de la nature humaine. Quelles propriétés? Montesquieu hésita, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de dangereux. La capacité rationnelle, le besoin de liberté pour développer cette capacité, est quelque chose que je ne peux décrire que comme une dignité inhérente qui semble dériver de notre participation dans la structure même de la réalité. Newton comprit immédiatement que Montesquieu était arrivé, à travers l'investigation politique empirique, aux mêmes conclusions que Spinoza avait démontrées philosophiquement sur la nature divine de l'humanité. Pendant 1705, Newton commença à documenter secrètement ce qu'il était en train de témoigner. Une transformation complète de la conscience européenne basée sur l'acceptation graduelle et fréquemment inconsciente des découvertes spinozistes sur notre origine réelle. Dans la science, cela se manifestait comme l'application universelle de méthodes mathématiques à l'étude de la nature. En philosophie, comme des investigations empiriques de l'esprit qui dispensaient des hypothèses surnaturelles. En politique, comme des théories de gouvernement basées sur la nature rationnelle des êtres humains au lieu de l'autorité divine traditionnelle. Mais peut-être plus significativement, une nouvelle forme de religiosité émergeait, une qui trouvait le divin dans la nature elle-même et dans la capacité humaine de la comprendre, au lieu de dans des révélations surnaturelles ou des autorités ecclésiastiques. Dans ses notes privées, Newton écrivit « Nous témoignons de ce qui peut être la transformation la plus profonde de la conscience humaine depuis l'émergence des religions organisées elles-mêmes. Et le remarquable est que cela se passe non à travers la conversion ou la conquête, mais à travers le simple développement des capacités humaines d'observation et de raisonnement. » Si Spinoza était correct sur notre origine, comme expression de la substance divine, alors cette transformation n'est pas accidentelle. C'est le processus naturel par lequel la réalité développe une compréhension complète d'elle-même à travers la conscience humaine. La révolution silencieuse qui avait commencé avec les découvertes de Spinoza sur la vraie origine de l'humanité devenait une transformation civilisationnelle complète. Et le plus extraordinaire était que cela se passait non contre la nature humaine, mais à travers la réalisation complète de cette nature. L'humanité commençait finalement à comprendre et vivre selon sa vraie identité, comme la forme que la divinité elle-même assume quand organisée en conscience rationnelle. Paris 1751.
74 ans après la mort de Spinoza, la transformation silencieuse qu'il avait initiée avec ses découvertes sur la vraie origine de l'humanité était sur le point de se manifester de la manière la plus publique et révolutionnaire possible. Denis Diderot marchait nerveusement dans son bureau, examinant les épreuves du premier volume de ce qui serait connu comme l'Encyclopédie, une œuvre qui prétendait rassembler toute la connaissance humaine sous les principes de la raison et de l'observation empirique. Mais Diderot savait que l'Encyclopédie était bien plus qu'une collection d'informations. C'était la manifestation publique de la révolution intellectuelle qui avait commencé secrètement avec les découvertes spinozistes. Chaque article, chaque entrée, chaque explication scientifique était implicitement basé sur la prémisse que la réalité était rationnellement compréhensible et que les êtres humains possédaient la capacité naturelle de la comprendre. En d'autres termes, toute l'œuvre était basée sur la découverte fondamentale de Spinoza, que la conscience humaine était une expression de la substance divine elle-même, bien que cela ne fût jamais affirmé explicitement. Cet après-midi-là, Diderot reçut la visite de son collaborateur le plus proche, Jean Le Rond d'Alembert, le brillant mathématicien qui écrivait la préface de l'œuvre. D'Alembert apportait des nouvelles sur les réactions qu'ils anticipaient de la publication. « Denis, dit d'Alembert, les autorités ecclésiastiques sont beaucoup plus préoccupées par notre œuvre que nous ne l'avions prévu. Il semble qu'elles aient compris quelque chose que nous n'avons pas nous-mêmes articulé complètement. Que voulez-vous dire? Qu'en organisant toute la connaissance humaine selon des principes purement rationnels, nous nions implicitement le besoin d'autorité révélée. Nous affirmons que la raison humaine est suffisante pour comprendre la réalité. » Diderot sourit sombrement. « Et elles ont raison. Bien que nous ne puissions pas le dire ouvertement, notre œuvre entière est basée sur la prémisse que les êtres humains possèdent une capacité naturelle de connaissance qui ne requiert pas de médiation surnaturelle. Cette prémisse, bien que jamais explicitement référencée à Spinoza, était exactement la conclusion à laquelle il était arrivé à travers ses démonstrations géométriques sur la nature de la conscience humaine. Pendant les mois suivants, tandis qu'il travaillait sur la finalisation des premiers volumes, Diderot et d'Alembert commencèrent à comprendre complètement la signification historique de ce qu'ils faisaient. Ils ne compilaient pas seulement la connaissance, ils documentaient publiquement la transformation de l'humanité d'une espèce qui dépendait d'autorités externes vers une qui faisait confiance à ses propres capacités rationnelles. En septembre 1751, arriva une lettre qui confirma leurs intuitions sur l'importance de leur travail. Elle venait de Voltaire, qui était devenu le philosophe le plus influent de France. « Mes chers encyclopédistes, écrivait Voltaire, je comprends que vous accomplissez quelque chose que nos prédécesseurs n'ont pu que rêver, la démonstration pratique que la raison humaine est capable d'organiser et comprendre toute la réalité. Vous prouvez à travers votre propre œuvre la thèse fondamentale que les êtres humains sont naturellement capables de vraies connaissances. » Voltaire comprenait comme peu que l'encyclopédie était la manifestation pratique des découvertes théoriques de Spinoza sur notre nature divine. Mais la confirmation la plus extraordinaire vint d'une source complètement inattendue. En octobre 1751, Diderot reçut la visite d'un jeune philosophe allemand, nommé Immanuel Kant, qui avait voyagé spécialement de Königsberg pour examiner les premiers volumes de l'encyclopédie. « Herr Diderot, dit Kant après avoir étudié soigneusement l'œuvre, votre encyclopédie représente quelque chose de révolutionnaire dans l'histoire de la pensée humaine. Vous avez démontré pratiquement que la raison humaine possède une autonomie complète, qu'elle peut légiférer sur la réalité sans dépendre d'autorités externes. Et vous considérez cela positif. » Kant fut pensif. « Je le considère inévitable. Si la raison humaine est vraiment capable de ce que votre œuvre démontre, alors toute la structure traditionnelle d'autorité basée sur la révélation surnaturelle doit être repensée. » Pendant ces conversations avec Kant, Diderot réalisa qu'ils étaient en train de témoigner de quelque chose d'encore plus profond qu'une révolution intellectuelle. Il voyait la maturité de l'espèce humaine elle-même, le moment où l'humanité devenait capable d'assumer la responsabilité complète pour sa propre compréhension de la réalité. Et cette maturité était exactement ce que Spinoza avait prédit comme résultat naturel de sa découverte sur notre origine divine. Si les êtres humains étaient vraiment des expressions de la substance universelle, alors il était naturel qu'ils développent éventuellement la capacité de comprendre cette substance complètement. En 1752, quand le premier volume de l'encyclopédie fut finalement publié, la réaction fut explosive.
L'œuvre fut immédiatement condamnée par l'Église, bannie par le Parlement français et attaquée par pratiquement toutes les autorités traditionnelles. Mais elle fut aussi un succès sans précédent. En quelques mois, elle était copiée et réimprimée à travers l'Europe. Les idées qu'elle contenait se répandirent plus rapidement que toute œuvre antérieure dans l'histoire. Et avec elle se répandait, implicite mais puissante, la découverte fondamentale de Spinoza que l'humanité était capable de compréhension complète de la réalité parce qu'elle était, littéralement, la forme que la réalité divine elle-même assumait quand organisée en conscience rationnelle. Dans ses lettres privées de cette période, Diderot écrivit « Je sens que notre œuvre est la culmination d'un processus qui a commencé il y a des décennies avec des penseurs qui ont questionné fondamentalement la nature de l'humanité. Nous vivons le moment où notre espèce reconnaît finalement et assume sa vraie identité. S'il existe quelque chose de divin dans l'univers, c'est exactement cette capacité humaine de comprendre et organiser rationnellement toute la réalité. Et notre encyclopédie est la preuve que cette capacité n'est pas un miracle surnaturel, mais une propriété naturelle qui émerge de la structure même de l'existence. La grande synthèse était complète. La découverte de Spinoza sur la vraie origine de l'humanité s'était manifestée comme une transformation civilisationnelle complète. L'espèce qui avait commencé en dépendant d'autorités surnaturelles pour comprendre sa propre nature avait évolué vers une espèce capable de se comprendre elle-même à travers l'exercice pur de sa rationalité naturelle. L'humanité avait finalement éveillé à sa vraie identité comme la forme que la divinité elle-même assume quand elle devient consciente d'elle-même. Philadelphie, 4 juillet 1776. Tandis que Thomas Jefferson terminait d'écrire les mots qui changeraient le monde pour toujours, nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. Il ne savait pas qu'il articulait publiquement, pour la première fois dans l'histoire, la découverte que Spinoza avait faite un siècle auparavant sur la vraie origine de l'humanité. Mais la connexion n'était pas accidentelle. Jefferson avait été profondément influencé par les philosophes des Lumières françaises, qui à leur tour avaient absorbé, consciemment ou inconsciemment, les implications des révélations spinozistes sur notre nature divine. L'idée que tous les êtres humains possédaient une dignité et des droits inhérents n'avait de sens que si, d'une manière fondamentale, tous participaient également à la même réalité divine. À quelques kilomètres de là, Benjamin Franklin terminait ses propres réflexions sur le document qu'il avait aidé à créer. En tant que scientifique, Franklin comprenait mieux que la plupart de ses contemporains que la Déclaration de droits humains universels était basée sur une découverte sur la nature humaine aussi révolutionnaire que n'importe quelle découverte en physique. Cette nuit-là, Franklin écrivit dans son journal « Nous avons déclaré aujourd'hui que l'humanité possède des droits naturels. Mais qu'est-ce qui rend ces droits naturels ? Seulement le fait qu'ils dérivent de la structure même de la réalité, non de concessions par des autorités humaines. Nous affirmons qu'il existe quelque chose dans la nature humaine qui participe à l'ordre fondamental de l'univers. » Cette affirmation était, bien que Franklin ne le réalisât pas explicitement, une reformulation politique de la découverte centrale de Spinoza, que la conscience humaine est une expression de la substance divine elle-même. Simultanément, de l'autre côté de l'Atlantique, une autre application des découvertes spinozistes prenait forme de manière encore plus dramatique. En France, un groupe de penseurs avait commencé à appliquer systématiquement les principes de la rationalité naturelle, non seulement à la politique, mais à la réorganisation complète de la société. Maximilien Robespierre, le jeune avocat qui deviendrait une des figures centrales de la Révolution française, avait été profondément influencé par Jean-Jacques Rousseau, qui à son tour avait absorbé beaucoup d'idées des encyclopédistes français. Et au cœur des idées de Rousseau était une compréhension fondamentalement spinoziste de la nature humaine. En 1767, Robespierre écrivit dans ses notes privées « Si les êtres humains sont naturellement bons et rationnels, comme Rousseau l'a démontré, alors toute forme d'oppression est littéralement une violation de la nature divine. La révolution n'est pas seulement politique, c'est la restauration de l'humanité à sa condition naturelle. » Cette perception, que l'injustice sociale était une violation de la nature divine de l'humanité, serait le combustible intellectuel qui alimenterait la révolution la plus radicale de l'histoire européenne. Mais il y avait quelqu'un qui comprenait plus clairement que tout autre les connexions historiques entre toutes ces transformations. C'était Johann Wolfgang von Goethe, le jeune poète allemand
qui avait développé un intérêt profond pour la philosophie naturelle et qui avait commencé à percevoir les motifs sous-jacents qui connectaient les révolutions scientifiques, philosophiques et politiques de son époque. En 1769, Goethe écrivit une lettre à son ami Johann Herder qui capturait parfaitement le moment historique qu'il vivait. « Mon cher Herder, nous témoignons de quelque chose sans précédent dans l'histoire humaine, l'éveil simultané de l'espèce à ses propres capacités. En Amérique, les êtres humains ont déclaré leur capacité de se gouverner rationnellement. En France, ils découvrent leur capacité de réorganiser la société selon des principes de justice naturelle. Dans la science, nous démontrons notre capacité de comprendre les lois de l'univers. Et derrière toutes ces transformations, je perçois un motif commun, la reconnaissance que l'humanité possède des capacités que nous attribuions auparavant seulement au divin. C'est comme si notre espèce se reconnaissait finalement comme une expression naturelle de la créativité même de l'univers. Cette perception de Goethe était remarquable dans sa précision historique. Les révolutions du XVIIIe siècle étaient vraiment des manifestations différentes de la même découverte fondamentale que Spinoza avait faite sur la nature divine de l'humanité. En 1781 vint la confirmation intellectuelle définitive de cette transformation. Immanuel Kant publia la Critique de la raison pure, une œuvre qui démontrait rigoureusement que la raison humaine possédait la capacité de légiférer sur la réalité, que l'esprit humain n'était pas passif devant le monde, mais actif dans la construction de notre compréhension de lui. Bien que Kant ne cita jamais Spinoza directement, sa démonstration de l'autonomie de la raison humaine était une confirmation philosophique de la découverte spinoziste que la conscience humaine était une expression active de la substance divine. Quand Goethe lut l'œuvre de Kant, il écrivit dans son journal « Kant a prouvé philosophiquement ce que notre époque démontre pratiquement, que l'humanité possède des capacités qui en font une collaboratrice active dans la création de la réalité, non une simple réceptrice passive de vérités externes. » Mais peut-être la synthèse la plus puissante de toutes ces transformations vint d'une source inattendue. Ludwig van Beethoven, le jeune compositeur qui révolutionnait la musique à travers l'application de principes de développement dynamique qui faisaient écho aux découvertes sur la nature évolutionnaire de la conscience. En 1785, Beethoven écrivit dans ses notes « La musique n'est pas du divertissement, c'est l'expression directe de la créativité qui meut l'univers. Quand je compose, je ne crée pas quelque chose d'externe à la nature, mais je permets à la nature elle-même de s'exprimer à travers ma conscience. » Cette compréhension de la créativité artistique, comme expression de la créativité cosmique, était fondamentalement spinoziste, bien que Beethoven n'eût probablement jamais lu Spinoza directement. En 1789, quand la Révolution française explosa avec toute sa force, Goethe perçut qu'il témoignait de la culmination logique d'un processus qui avait commencé avec les découvertes de Spinoza sur notre origine divine. La révolution, écrivit-il, n'est pas seulement politique. C'est le moment où l'humanité assume consciemment sa responsabilité de créer le monde selon des principes rationnels. C'est l'espèce humaine reconnaissant finalement quelle est la forme à travers laquelle l'univers lui-même devient conscient et créatif. La révolution de la conscience initiée par les découvertes de Spinoza sur la vraie origine de l'humanité était devenue une transformation civilisationnelle complète. L'espèce qui avait commencé en croyant être dépendante d'autorités surnaturelles avait évolué pour se reconnaître comme expression active de la créativité divine elle-même. Et cette transformation ne faisait que commencer. Paris, 1848. 200 ans s'étaient écoulés depuis la naissance de Spinoza et Karl Marx marchait dans les rues révolutionnaires de la capitale française, témoignant d'une autre explosion de la force transformatrice qui avait été libérée par les découvertes sur la vraie origine de l'humanité. Bien que Marx ne citât jamais Spinoza directement dans ses manifestes politiques, il comprenait intuitivement qu'il appliquait une découverte fondamentale sur la nature humaine, que les êtres humains étaient essentiellement créatifs, et que cette créativité était une expression de la dynamique même de l'univers. Mais Marx n'était pas seul dans sa compréhension implicite des implications spinozistes. À travers l'Europe, une génération de penseurs arrivait indépendamment aux mêmes conclusions sur la nature créative et évolutionnaire de l'humanité. Charles Darwin développait sa théorie de l'évolution, qui démontrerait que la conscience humaine avait émergé naturellement de processus matériels complexes,
Søren Kierkegaard explorait la nature existentielle de la conscience humaine comme autocréation constante. Friedrich Nietzsche commençait à articuler l'idée que les êtres humains étaient fondamentalement créateurs de valeurs, non des récepteurs passifs de vérités externes. Tous ces développements étaient des manifestations différentes de la même révolution conceptuelle que Spinoza avait initiée, la reconnaissance que l'humanité n'était pas une création spéciale séparée de la nature, mais la forme à travers laquelle la nature elle-même devenait consciente et créative. Par un après-midi de mai, Marx reçut une lettre de Friedrich Engels qui capturait parfaitement le moment historique qu'il vivait. « Mon cher Marx, les révolutions que nous témoignons à travers l'Europe ne sont pas seulement politiques. Elles sont des manifestations d'une découverte plus profonde que notre espèce fait sur sa propre nature. Les êtres humains reconnaissent qu'ils possèdent la capacité de transformer consciemment les conditions de leur propre existence. Nous ne sommes pas des produits passifs de forces historiques. Nous sommes les créateurs actifs de l'histoire. » Cette perception d'Engels était fondamentalement spinoziste. Si les êtres humains sont des expressions de la substance créative de l'univers, alors notre participation active dans la transformation de la réalité n'est pas accidentelle, mais essentielle à notre nature. Simultanément, en Angleterre, Darwin arrivait à ses propres conclusions révolutionnaires sur l'origine de l'humanité. Ses observations sur l'évolution des espèces confirmaient d'une perspective empirique exactement ce que Spinoza avait démontré philosophiquement, que la conscience humaine avait émergé naturellement de processus matériels, non d'interventions surnaturelles. Dans ses notes privées de 1849, Darwin écrivit « Si ma théorie est correcte, alors l'émergence de la conscience humaine est le résultat inévitable des lois naturelles opérant sur la matière pendant des millions d'années. Il n'y a pas besoin de postuler une création spéciale. La nature elle-même, suivant ses lois inhérentes, a produit des êtres capables de la comprendre. » Cette conclusion darwinienne était une confirmation scientifique de la découverte centrale de Spinoza que la conscience était une propriété naturelle émergente, non un miracle surnaturel. Mais peut-être la synthèse la plus profonde de toutes ces transformations vint d'une source inattendue, Albert Einstein, qui naquit en 1869 et qui grandit en absorbant inconsciemment toutes les implications de la révolution intellectuelle que Spinoza avait initiée. Quand Einstein développa sa théorie de la relativité, il appliquait à la physique un principe fondamentalement spinoziste, que la réalité est une totalité unifiée qui peut être comprise à travers la raison mathématique. Et quand il articula sa phrase célèbre « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers », il exprimait une conviction spinoziste que la réalité opère selon des lois rationnelles compréhensibles. En 1929, Einstein écrivit explicitement sur sa relation avec Spinoza. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe des destins et actions des êtres humains. » Cette déclaration d'Einstein révélait qu'il avait compris intuitivement la découverte centrale de Spinoza, que le divin n'est pas une entité séparée du monde, mais l'ordre rationnel même qui se manifeste à travers le cosmos et qui atteint son expression la plus développée dans la conscience humaine. En 1955, quelques mois avant sa mort, Einstein fit une réflexion qui capturait parfaitement l'héritage des découvertes spinozistes sur notre origine. La question la plus importante que tout être humain puisse poser est « L'univers est-il amical ?» Si nous comprenons que nous sommes des expressions naturelles de l'ordre cosmique, que notre capacité de connaissance et de créativité émerge de la structure même de la réalité, alors la réponse est définitivement oui. Nous ne sommes pas des étrangers dans un cosmos hostile, nous sommes la forme à travers laquelle le cosmos se connaît et s'apprécie lui-même. Cette compréhension einsteinienne était la culmination de 3 siècles de développement des implications des découvertes de Spinoza. L'humanité était finalement arrivée à la reconnaissance scientifique complète de sa vraie origine et nature, mais les implications continuaient de se développer. Au XXIe siècle, avec l'avènement de la neuroscience moderne, de l'intelligence artificielle et de la cosmologie avancée, la découverte fondamentale de Spinoza sur notre origine, comme expression naturelle de la substance créative de l'univers, était confirmée de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La neuroscience démontrait que la conscience émergeait vraiment de processus matériels complexes. L'intelligence artificielle montrait que la capacité de connaissance pouvait surgir naturellement de systèmes d'information suffisamment organisés.
La cosmologie révélait que l'univers entier était impliqué dans un processus évolutionnaire vers des formes croissantes d'organisation et de complexité. Toutes ces découvertes confirmaient l'intuition centrale de Spinoza, que la conscience humaine n'était pas un accident ou un miracle, mais le résultat naturel et inévitable des lois mêmes qui gouvernent la réalité. Et cela signifiait que le voyage de l'humanité ne faisait que commencer. Si nous sommes vraiment la forme à travers laquelle l'univers devient conscient de lui-même, alors notre développement futur, scientifique, artistique, spirituel, est littéralement le processus à travers lequel la réalité développe une compréhension et une créativité de plus en plus profondes. Les découvertes de Spinoza sur la vraie origine de l'humanité n'étaient pas seulement des révélations sur notre passé. Elles étaient des prophéties sur notre futur comme espèce destinée à participer consciemment à l'évolution continue du cosmos. La vérité qui avait été cachée pendant des siècles était finalement devenue la base d'une nouvelle compréhension de l'humanité, non comme des êtres déchus nécessitant le salut, mais comme des expressions créatives de la force même qui meut les étoiles et qui, à travers notre conscience, permet à l'univers de se connaître et de s'aimer lui-même. L'héritage de Spinoza était éternel, parce qu'il avait révélé quelque chose d'éternel sur notre propre nature, que nous sommes la forme temporelle à travers laquelle l'éternité s'expérimente elle-même. Le voyage qui commença avec un jeune juif excommunié questionnant les origines de l'humanité se termina par la transformation complète de la conscience humaine sur sa propre nature. Spinoza découvrit que nous ne sommes pas des visiteurs temporaires dans un cosmos étranger, mais des expressions naturelles de la créativité même qui organise l'univers. Cette découverte, initialement considérée si dangereuse qu'elle devait être cachée, devint graduellement la base de toutes les conquêtes les plus nobles de la civilisation. La science, la démocratie, les droits humains, l'art et la possibilité même d'une existence humaine pleine et créative. La vraie origine de l'humanité, comme Spinoza l'a révélé, n'est pas une chute de la perfection, mais une émergence naturelle vers la perfection. Nous sommes le processus à travers lequel l'univers apprend à se connaître, s'aimer et se transformer consciemment. Et ce voyage continue. Chaque découverte scientifique, chaque œuvre d'art, chaque acte de compassion, chaque moment de compréhension profonde est la continuation du processus que Spinoza identifia comme notre vraie nature, la réalité divine s'expérimentant et se créant elle-même à travers la conscience humaine. La vérité a finalement été révélée, et comme Spinoza l'avait prédit, une fois libérée, elle est devenue une force imparable de transformation et d'illumination qui continuera de travailler dans la conscience humaine jusqu'à ce que notre espèce réalise complètement son potentiel comme expression créative de l'éternité.